Une pensée qui reste, et non un fond sonore qu'on oublie. Mario Dumont. J'étais content de commencer la saison avec cette entrevue-là. C'est un texte que j'ai vu passer au cours des derniers jours. Vous savez, là, des fois, je suis un petit peu découragé de notre Québec, puis de notre gouvernement, puis de notre faible capacité, disons, à bouger. On est un peu empêtré dans nos affaires ou dans nos vieilles habitudes. Et mon prochain invité a une assez large expérience pour en parler, parce qu'il a été négociateur à peu près pour tout ce qu'il y a dans le gouvernement jusqu'à se retrouver au sommet de la pyramide, là. Le négociateur en chef du gouvernement du Québec pour les négociations du secteur public. Il y a de ça une vingtaine d'années. Il a toujours continué ensuite à suivre ce qui se passait. Jean-François Moune, bonjour. Bonjour. Et vous écrivez essentiellement le Québec fut jadis une société capable de se revirer sur un dixaine, de faire des grands barrages, des grandes choses. Et vous dites, on serait plus capable aujourd'hui. C'est ça. Mais dans le fond, je constate qu'on est dans une sorte de cul-de-sac qui fait que, dû aux normes, dû aux lois, dû à l'application qui en est faite, on est comme incapable de faire des grands projets ou de faire des choses nouvelles qui seraient dynamiques puis qui pourraient faire en sorte que notre société avance. Un des exemples que je veux donner, c'est la situation de nos écoles là, qui semble définitivement inéluctable en termes de réparation ou de rénovation. D'autres choses, on est pris avec des normes ou des lois. Prenons un exemple, quand Mme Fournier, la mairesse de Longueuil, dit que ça coûte 1 million changer un feu de circulation, ça n'a tout simplement aucun bon sens. Qu'est-ce qui fait que ça coûte 1 million? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là et qu'on n'est pas capable d'arriver à des solutions qui sont plus rentables? L'exemple que je vous donne, c'est un exemple micro. Si je vous donne un exemple macro, dans la construction, on a plus qu'une vingtaine de métiers, alors que l'Ontario en a à peu près 10. C'est évident qu'avoir 20 métiers, si les coûts sont multipliés par rapport à des situations ailleurs. Ce que vous décrivez, prenons cet exemple-là des métiers de la construction. Je me souviens du ministre Jean Boulet qui avait fait le même constat, qui disait ça augmente nos coûts de construction, c'est un même chantier, il faut faire... Tu sais, là, il y en a un qui attend pendant que le gars de l'autre métier fait son bout. Quand on veut changer ça, c'est des guerres, là. La minute que quelqu'un mentionne la possibilité de toucher à ça, c'est les menaces syndicales. On va prendre la rue, vous allez avoir la guerre. Vous en parlez d'ailleurs dans votre texte. Il y a une défense des acquis qui semble avoir pris le dessus sur l'intérêt général, là. Les groupes de pression, particulièrement les syndicats, je dirais, sont beaucoup plus occupés à préserver le statu quo qu'à avoir des idées nouvelles ou dynamiques. Mais si on prend l'exemple des métiers, moi, je pense qu'il faut résister aux pressions syndicales, mais il y a des solutions qui peuvent être extrêmement intéressantes. Quand il y a eu la nationalisation des chemins de fer, M. Tellier a décidé de se débarrasser de l'atelier de Montréal qui réparait les locomotives. En gros, une locomotive neuve dure 20 ans. Si on la refait, elle dure un autre 20 ans. Jacques Alstom était intéressé à l'acheter s'il y avait une convention compétitive. Et là, on a eu une négociation avec pas n'importe quel syndicat, les travailleurs canadiens de l'automobile, où on s'est entendu pour réduire le nombre de métiers, mais on a prévu une formation qui permettrait d'intégrer ceux dont les métiers disparaîtraient dans les métiers qui resteraient. C'est évident que peut-être des chefs syndicaux ou certaines entreprises devraient soit se fusionner ou modifier leur structure dans une situation comme ça, mais c'est pas inéluctable. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui peuvent être constructives et positives. Et ça, on semble incapable de les amener par les temps qui courent. J'utilisais l'expression « une société freinée par ses propres mécanismes », comme si on s'était mis à nous-mêmes des règles dans le passé qui peut-être le jour 1 avaient été mises pour des bonnes raisons, mais qui sont devenues autant d'entraves qui ralentissent, qui compliquent tout ce qu'on veut faire ensuite, là. Un bon exemple, c'est les structures qu'on a pour le transport en commun. On a une multitude de structures qui se recoupent, qui semblent avoir dans les faits des vocations communes.
puis on n'avance pas si on compare avec d'autres sociétés. Prenons juste le paiement des billets d'autobus ou des frais de transport. On est en arrière sur beaucoup. Pourquoi avoir tant de structures alors que, mettons, en Colombie-Britannique, il y en a une seule, c'est BC Transit, s'occupe des traversiers, s'occupe des autobus, s'occupe des trains, et il me semble que ça pourrait être de beaucoup simplifié. Mm-hmm. Est-ce que, parce que bon, on est à quelques jours du déclenchement d'une campagne électorale, est-ce que votre texte est aussi un appel aux partis pour dire, en faisant vos programmes, je veux dire, osez brasser les choses, soyez audacieux, essayez de remettre en question des acquis? Ben, je souhaiterais maintenant, à la veille d'une campagne électorale, je pense qu'on n'évitera pas une pluie de promesses, mais ce que je suggère, c'est qu'on fasse appel au public pour avoir les idées qui viennent des gens, qu'on puisse faire circuler des idées, les discuter, les étudier et éventuellement les mettre en place. Moi, je pense que dans les faits, là, si on prend quand M. Charest a fait la réingénierie, c'est un éléphant qui a accouché d'une souris parce qu'on a demandé aux fonctionnaires qu'est-ce qui est possible de changer, qu'est-ce qui peut être fait. Peut-être qu'on devrait faire un appel au public qui est capable de nous dire des solutions qui sont simples ou novatrices ou réalistes et qui pourraient être mises en place. Et ça peut toucher l'ensemble des secteurs. Si on prend, mettons, les directions d'école, moi, j'ai travaillé dans le secteur public, j'ai eu des clientèles dans le secteur privé, j'ai vu ce que pouvait faire une direction générale d'un collège. Est-ce que si on faisait ça avec nos écoles, on pourrait simplifier les centres de services scolaires puis le ministère de l'Éducation? Je pense que la question se pose. Ouais. Quand j'ai lu votre texte, j'ai repensé à une réflexion que j'avais faite à haute voix, d'ailleurs, dans les médias. L'ancien TVA, les anciens locaux de TVA, là, sur le boulevard Maisonneuve, juste l'autre bord de la rue, la STM avait fait une espèce, ça veut dire que la ventilation, il fallait qu'elle soit refaite, on fait une espèce de tour de ventilation, un bâtiment là, qui sort de terre et qui permet la ventilation de ce qu'il y a des tunnels souterrains. Puis ça a pris, du début à la fin, ça a pris quasiment 4 ans. Puis quand on relit nos livres d'histoire sous Jean Drapeau, là, puis Montréal a construit de la première pelletée de terre jusqu'aux, les 30 quelques premières stations du métro. Ça a pris 4 ans. Avec, je disais aujourd'hui, ça prend le même temps construire une tour de ventilation que ça avait pris il y a 50 ans. Pourtant, on avait moins de moyens, moins d'informatique, moins de capacité de faire des plans. Tout était plus difficile, mais ça a pris le même temps à faire une tour de ventilation qu'à l'époque, ça avait pris pour faire tout le métro. Je repensais à votre texte quand vous dites, mettons, si on voulait refaire la Baie James avec les règles syndicales puis les règles de jeu, il y a un paquet de choses qu'on serait quasiment plus capable de faire aujourd'hui, là. C'est exactement ça, la situation. Puis je me dis, c'est anormal qu'on soit rendu dans cette situation-là puis qu'on soit pas capable de revenir à des situations où il y aurait place au gros bon sens. Il y aurait place à l'initiative. Dans les faits, on dirait que les gens se contentent d'appliquer de façon rigoureuse et obtuse les normes, alors que dans les faits, on doit tenir compte de différentes situations, puis voir comment on peut les adapter, comment on peut faire en sorte que les coûts soient moindres, les opérations soient moindres. Moi, j'ai vécu l'ouverture du métro en 64. Effectivement, aujourd'hui, penser qu'on pourrait faire ça dans le même délai, si on applique les règles, les normes qu'on s'est données, peut-être qu'on devrait plutôt se questionner, est-ce qu'elles sont encore valables, est-ce qu'elles sont encore utiles, est-ce qu'on pourrait les simplifier, est-ce qu'on pourrait laisser place à la discrétion et à l'intelligence des gens. Puis souvent, malheureusement, ça prend des interventions dans les médias pour faire corriger une situation qui aurait dû être corrigée dans les faits, dans les plus bas niveaux de la hiérarchie. Quotidiennement, on va continuer à essayer ici, en ondes, de brasser les choses. Jean-François Moune, merci d'avoir été là.